Bonsoir et bienvenue à ce premier numéro de l'émission Territoire et Aménagement, l'émission consacrée aux grands travaux. Comme vous le voyez, je me trouve à Yé, dans le district d'Igné, un peu plus de 45 km de Brazzaville, dans la partie nord. Pour bien vous situer, Brazzaville est à ma droite et à ma gauche, vous avez Ngo, Gamboma, Oyo, etc. Et comme nous sommes dans le domaine des ponts et chaussées, cette première émission consistera en une sorte de bilan de ce qui a été fait dans ce domaine pendant le septennat qui s'achève. Et quelle est la personne la mieux placée pour dresser un tel bilan? C'est bien sûr le ministre Jean-Jacques Bouya qui nous attend au point de péage maintenant sur la route de Mindouli. Suivez-moi. Pilote de formation, Jean-Jacques Bouya est au service du Congo, son pays, depuis plusieurs années. Sa dextérité et son professionnalisme lui ont valu les commandes de la délégation générale des grands travaux en 2002 et du ministère de l'aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux en 2012, après avoir servi comme conseiller du président de la République en matière de transport et équipement. Jadis dépourvu d'un réseau routier fiable, le Congo s'est sérieusement engagé dans la voie de son émergence en érigeant des infrastructures de base de qualité. Le début de cette année aura été marqué par la mise en service par le président de la République de plusieurs routes, parmi lesquelles la route de la Corniche dans le premier arrondissement de Brazzaville, celle de Keta-Sembe en allant vers le Cameroun dans le département de la Sanga et le 1er mars, la route dite lourde Pointe-Noire-Brazzaville dans son tronçon d'Olizy-Brazzaville. Ceci à la totale satisfaction de tous les fils et filles du Congo en particulier et de tous les usagers en général. Nous sommes très ravis de cette ouverture, de ce qu'a fait Monsieur le Président. Vraiment, c'est gentil, c'est joli même. Nous sommes vraiment entièrement soulagés. Soulagés parce qu'on peut se déplacer facilement. Tout ça, nous devons grâce à lui. Merci beaucoup, Son Excellence Denis Sassou Nguesso. Et nous lui rassurons sa victoire dès le premier tour aux élections présidentielles du 20 mars. C'est un grand plaisir pour nous parce qu'à chaque fois nous empruntons cette route. En nous reculant 5 ans, un peu plus près de 10 ans en arrière, ce n'était pas facile d'atteindre Sembe. Parce que pour atteindre Sembe, il fallait au moins 2-3 journées, quel que soit l'état de votre moyen. Nous pouvons soutenir le président de la République par rapport à tout ce qu'il est en train de faire dans tout le Congo. Le ministre de l'aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, Jean-Jacques Bouya, et son équipe sont plus que déterminés à matérialiser plusieurs autres grands projets sur instruction du président de la République dans le seul but de maintenir le Congo dans le chemin de sa modernisation et de son épanouissement dans lequel il s'est engagé, conformément à la loi cadre sur l'aménagement et le développement du territoire, document qui codifie les interventions sur toute l'étendue du territoire national. Voici le point de péage de la route qui mène à Mindouli, 167 km d'ici. C'est ici que nous allons recevoir le ministre Jean-Jacques Bouya. Monsieur le ministre, merci une fois de plus d'accepter notre invitation sur le terrain, car vous êtes un homme de terrain, nous le savons, c'est pour ça que nous avons accepté cette proposition que nous avons faite de venir ici à Yé. Pour cette première émission qui se tient à la fin du septennat, nous allons oser un bilan de ce qui a été fait pendant le septennat dans le domaine des ponts et chaussées. Je dis bien oser parce que la moisson est difficile à loger dans l'espace d'une émission de 40 minutes. Mais nous allons quand même oser. Alors, Monsieur le ministre, avant d'entrer dans le bilan à proprement parler de ce qui a été fait, nous allons vous poser quelques questions d'ordre général, des questions de rappel. D'abord, la philosophie des grands travaux. Pourquoi avoir créé les grands travaux alors qu'il existe un ministère des Travaux publics, un ministère de l'Habitat, un ministère des Transports, etc. Pourquoi avoir démonétisé, si j'ose dire, ces ministères au profit de ce qu'on appelle aujourd'hui les grands travaux? Bon, très bien, merci beaucoup.
Le plus important, c'est que nous sommes à la fin de ce septennat. Il est toujours important de parler de bilan. Et le grand avantage que le Congo a eu, c'est d'avoir eu un fils, un homme d'expérience, le président Denis Sassou Nguesso. L'expérience est quelque chose de très important. Sans expérience, on ne peut pas avoir de grandes visions. Et le président a eu pour son pays une vision. Parce que pour le développement d'un pays, il faut un homme, une vision. Et matérialisé à travers un projet de développement. Ce que nous appelons le projet de société. Nous avons commencé en 2002 par la Nouvelle Espérance, bien précis, avec un certain nombre d'engagements, 12 au total, avec un 4e très fort, mailler l'ensemble du territoire national d'infrastructures de base viables, tant pour le transit que pour le désenclavement, et même l'éclatement pour aller vers les autres pays de la région et ailleurs. Et ça, c'est très important. Donc, un homme, une vision, un projet de développement. Et c'est ce que le président de la République, avec beaucoup d'expérience, et c'est sur la base de cette expérience, pour avoir conduit notre pays à une époque donnée, pour avoir touché une certaine réalité, et pour avoir compris aussi les Congolais, et pour avoir un souci fort et volontariste du développement. C'est ainsi que dans un régime où le président de la République joue le plus grand rôle, dans un pays post-conflit, il ne faut pas l'oublier, un pays qui a terminé le XXe siècle dans des conditions très très difficiles, vous le savez, nous le savons tous, donc où nous avons commencé le XXIe siècle presque avec un non-État, un pays délabré, un pays où les Congolais ne se regardaient plus en face comme tel, il fallait le reconstituer, unifier les Congolais, aller vers une véritable solidarité, une vraie solidarité nationale des Congolais. Ça, il fallait un homme d'expérience. Voilà. Et viser le développement, c'est la vision simple des choses, c'est que le président met en place un programme, il veut le réaliser par lui-même, le réaliser pour son peuple et par lui. Alors, il met en place une structure pour le compte du pays qui s'occupe de l'ensemble des projets d'aménagement du territoire et des projets structurants. Conduit, vérifié, examiné au jour le jour par lui-même. C'est la délégation générale aux grands travaux. Vous voyez bien que le terme délégation veut dire qu'il n'y a pas quelque part un responsable des grands travaux comme tel. Nous sommes responsables de la délégation. Donc par délégation de ces grands travaux qui sont suivis par le président, il était important et essentiel que le président de la République, pour des projets importants de transfiguration de notre pays, suive lui-même. Mais je pense que l'histoire aujourd'hui lui donne raison, ou les faits lui donnent raison. Nous avons un pays entièrement transfiguré entièrement. Nous allons le dire, peut-être au cours de l'émission, nous saurons dire ces choses avec un peu plus de précision. Voilà. Mais nous savons qu'à l'entrée des années 2000, à l'entrée, même plus tard après, notre pays, quand vous quittez Brazzaville, aucun chef-lieu de département n'était relié à Brazzaville par une route entièrement bitumée. Voilà. Je dis bien entièrement bitumée, aucun. Nous étions rentrés en plein dans le 21e siècle. Et aujourd'hui, si nous laissons en dehors du Fondo, tous les chefs-lieux de notre département sont reliés à la ville capitale par une route bitumée. Voilà. Vous voyez, c'est un exemple, un exemple, on peut dire, évident, un exemple visible de la matérialisation. Nous aurons l'occasion d'évoquer toutes ces choses-là. Voilà, c'était simplement la volonté du président de penser que il faut transfigurer le pays, il faut suivre de bout en bout, fort de son expérience. Il a mis en place une structure qui sert le gouvernement, qui sert le pays, qui est une expertise nationale. Ce n'est pas un démembrement, quelque part, des structures ministérielles pour aller vers ça. Non, c'est une manière cohérente de rendre visible au départ la nouvelle espérance, aujourd'hui le chemin d'avenir. Voilà, pour vous interroger, Monsieur le ministre, je suis avec ma collègue Obon Angolo de Télécongo. Justement, merci. Monsieur le ministre, tout ça c'est clair. Mais vous savez, nombreux sont ces Congolais qui ont des yeux mais qui refusent carrément de voir.
des Congolais qui pensent que la structure Grands Travaux est une fantaisie du gouvernement. Pourtant, les projets réalisés par l'entremise des Grands Travaux sont souvent imposants. C'est des réalisations très imposantes. Et puis, on veut savoir donc, Monsieur le ministre, est-ce qu'il existe de telles expériences dans le monde? Si oui, lesquelles par exemple? Oui, mais de toutes les façons, chaque dirigeant, quand il a voulu marquer l'histoire, a toujours mis en place une structure pour marquer l'histoire. Le président Mitterrand l'a fait avec les grandes bibliothèques, la Bibliothèque de France, l'arche, comment on appelle ça, de la Défense, oui. De la Défense et d'autres projets importants qu'il a suivi lui-même par le biais d'une structure mise en place. C'est normal. Ce n'est pas une innovation, mais c'est normal. Parce qu'en réalité, la personne qui répond, la première personne qui répond devant le peuple, c'est celui qui a eu le suffrage du peuple. Nous sommes par délégation parce qu'un président ne peut pas diriger tout seul une nation. Il faut bien des collaborateurs autour. Donc c'est lui qui imprime le rythme et la manière et la cadence et la manière de voir. En Côte d'Ivoire, il y a eu les grands travaux aujourd'hui qui s'appellent Bennett pour les comptes de la Côte d'Ivoire. Ça marche comme ça. Et c'est normal, et ça marque l'histoire. Et c'est une très bonne, même au Gabon aussi. C'est une très bonne chose. Et les Congolais le savent. Ouais, les Congolais, ils savent bien qu'ils ne pouvaient pas arriver à Ouisso. Aujourd'hui, ils savent qu'ils arrivent à Ouisso par la route. Ils le savent. Ils savent qu'ils ne peuvent pas arriver à Pointe-Noire. Ils vont arriver à Pointe-Noire par la route. Je vois généralement le soir, les après-midi, à la corniche de Brazzaville. Ils sont heureux de faire le sport et autre chose. Ils le savent. Mais ils savent aussi que le président Denis Sassou Nguesso est une chance pour eux. Donc ils exigent davantage. Quand on a quelqu'un qui ne peut rien apporter, il n'exige rien. Ils se plaignent seulement. Mais ils savent qu'avec le président Denis Sassou Nguesso, ils peuvent exiger davantage. Ils auront la chance d'en avoir. Donc c'est pour cela que vous les écoutez parler. Alors, mais ils sont heureux de ce qui se passe. Mais les avancées sont visibles et significatives. Même pour ceux qui ne veulent pas voir. Il est difficile de ne pas arriver à Pointe-Noire. Je vois que les campagnes électorales s'organisent, les gens vont, ils prennent les voitures pour aller. Ils ne vont pas dire qu'ils sont arrivés à Pointe-Noire par magie. Bon, ce n'est pas possible de venir à Ouisso. Parlons maintenant de cette route Pointe-Noire-Brazzaville qui s'achève et qui est, à n'en point douter, la route du décollage économique du Congo. Quelle belle histoire qui s'achève, monsieur le ministre. Ceci est extraordinaire. Il faut d'abord, avant toute chose, à tout seigneur, tout honneur, rendre hommage au président de la République d'avoir pris cette décision dans des conditions difficiles. Dans des conditions difficiles où vous n'aurez pas beaucoup de dirigeants avertis, même aguerris, de prendre une telle décision. Le contexte n'était pas disposé à prendre une telle décision. Mais c'est l'expérience, la notoriété de l'homme qui l'a mené à prendre une telle décision. En 2002, quand il écrit, il met en place la Nouvelle Espérance avec de manière claire l'intitulé 4 tel que je vous ai dit et une disposition claire, la construction de la route lourde entre Pointe-Noire et Brazzaville. Nous avons eu des dirigeants politiques qui ont dit mais le président prend beaucoup de risques. C'est dangereux parce que cette route a été déjà promise, on ne l'a jamais eu et ce n'est pas bon. Et politiquement, le président est toujours un homme d'action concrète. Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit et faites attention. Vous acceptez que cela sorte comme ça, vous êtes les collaborateurs du président. J'étais conseiller du président de la République, évidemment, à cette époque. Par la suite, délégué général aux grands travaux. Et donc, on avait cette interpellation. C'était pas comme ça au hasard. C'était aussi par inquiétude d'un dirigeant qui dit mais nous avons compris que c'est le caractère avant-gardiste et volontariste et l'expérience de l'homme et sa notoriété qui a mené à ce que ces choses soient réalisées. Il avait son chemin, il avait sa vision. Et à travers ça, il a fallu négocier. Parce qu'à cette époque, les budgets d'investissement ne dépassaient même pas les 300 milliards de francs CFA. Budget d'investissement, tout compris pour l'ensemble du pays, ne dépassait même pas les 300 milliards de francs CFA. Les 300 milliards qui ne représentent que, on peut dire, un peu moins du tiers du coût de cette route. Vous voyez, donc c'est déjà à vue d'œil. Pour ceux qui n'ont pas de vision, ça peut paraître comme une aventure. Voilà. Et ça, le pays était en programme. C'est-à-dire que les facilités financières ne peuvent être octroyées à notre pays qu'à des montants pas très significatifs, donc bloqués, mais à certaines conditions. C'est-à-dire facilités concessionnelles et sur le long terme. Vous ne trouverez pas beaucoup de gens comme ça, évidemment, à travers le monde, qui peuvent vous donner ce type d'opportunité. Ce n'est pas possible. Ils ne vont pas vous octroyer sur 20 ans, 25 ans, autant de milliards
pour rembourser quand on est un pays qui coupit sur le poids de la dette. À l'époque, c'était 4 milliards 500 millions de dettes du Congo. On était en programme, en recherche du programme. On n'avait même pas encore conclu un programme. En recherche du programme avec le Fonds monétaire international. Les différents ministres des Finances le savent. Le ministre Mathias Nzon, le ministre Rigobert Ondeli ou le ministre Pacifique Suebeka, qui à cette époque, l'un après l'autre, ont eu ces différentes responsabilités, ont compris que ça s'est négocié d'abord, la mise en place d'un programme. Après le programme met en place, vous soumet à des conditionnalités. Sur le fait que ce projet devait d'abord être éligible aux yeux des bailleurs de fonds. Voilà. Donc du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Il fallait expliquer davantage pourquoi la route doit être large. Elle va coûter plus cher si elle est large. Il fallait expliquer que le niveau de trafic va évoluer très vite. Les potentialités économiques du développement de notre pays vont être boostées. Et si nous la faisons large, c'est sûr qu'à la fin de cette route, nous sommes sûrs d'avoir au minimum un point de croissance sur notre économie. Et peut-être davantage plus si nous libérons davantage l'économie et que si les Congolais se mettent véritablement à prendre en main leur destin. Ben, monsieur le ministre, c'est vrai. À construire les routes, c'est quelque chose de bien, mais le maintien aussi, c'est autre chose. Dernièrement, j'ai suivi un Congolais dire bon, le gouvernement construit les routes, mais il les détruit, c'est son avis. Et puis, la fois dernière à la télé, j'ai suivi monsieur le ministre des Affaires foncières lancer la patrouille de Manial pour sauver l'emprise de la route de l'occupation anarchique. En ce qui concerne cette route, nous savons tous que le trafic sera intense. Vraiment intense sur cette route. Avez-vous pris des dispositions techniques nécessaires pour éviter qu'elle se dégrade aussi vite, comme ce que nous avons vécu avec le premier tronçon Pointe-Noire d'Olizy? Bon, il faut déjà dire, premièrement, que vous ne pouvez pas aller au développement si vous n'avez pas les infrastructures de transport, dans la route en premier, et les autres infrastructures qui suivent, pour mettre en place dans votre pays un caractère multimodal, pour développer donc l'ensemble de ces choses. Et deuxièmement, construire, c'est bien. Mais pour pérenniser une route, il faut évidemment, ensemble, les usagers, donc ceux qui utilisent la route au quotidien, doivent avoir un comportement citoyen sur la route. Les riverains, ceux qui habitent tout autour, doivent avoir un comportement citoyen sur la route. Ceux qui l'ont construit doivent avoir construit une route de qualité. Et les exploitants doivent veiller à la régularité de tout ça. Et enfin, les forces de l'ordre et de la réglementation doivent réprimer, s'il faut le faire. Il y a certains comportements qui sont inacceptables sur la route. Donc les vidanges sur la route, même si vous l'avez construit avec tout le gros béton, tout le bitume qu'il faut, quelqu'un vidange sur la route, il enlève la chaussée. Ça ne pardonne pas du tout. Et c'est des comportements que nous voyons au niveau des voiries urbaines, qui se détériorent très vite parce que les jeunes, les gens qui se baladent, les taximans, les chauffeurs de bus, et d'autres usagers, parfois inconscients, vidange sur la route, vidange les huiles, enlève le carburant quand ils tombent en panne, sèche ou récupèrent, ou quand ils sont partis acheter le carburant dans les bidons, ils viennent y mettre directement. Voilà. Et pourtant, les télévisions le disent. Il faut que les gens se sentent concernés par les acquis du pays. Il ne faut pas croire que c'est seulement l'affaire de l'État et des gouvernants. Que ceux qui ont fait ça, ils n'ont qu'à s'en occuper. Et puis de toutes les façons, c'est une route économique. Nous avons lancé là une consultation internationale pour la mise en concession de toute la dorsale. Si vous suivez Africa 24 et d'autres télévisions, vous voyez déjà les annonces à l'international de la mise en concession de toute la dorsale. Pointe-Noire, Brazzaville, Ouesso. Toute la dorsale va être gérée de manière privée, à travers un partenariat public-privé. C'est vrai qu'avant l'aboutissement, c'est toute une année, parce qu'il faut faire la qualification, la préqualification, la qualification des soumissionnaires, pour trouver, à travers un dialogue compétitif, des bons soumissionnaires et choisir à ce moment-là une bonne société ou un groupement d'entreprises qui prennent en main, évidemment, la responsabilité de la concession de cette route, en créant un système intégrateur d'activités, c'est-à-dire au groupement, comme nous avons plus de 1000 km, en groupant un certain nombre d'activités. Un certain nombre d'activités, on peut dire, il y a, par exemple, dans le Niari, autour de Dolizy, il y a des jeunes qui ont quelques entreprises. On leur dit, bon, vous avez là quelques 20 km, c'est à vous. Chaque matin, vous vous levez, vous nettoyez. À la fin de l'année, effectivement, il y a une évaluation qui se fait. Si vous avez tenu
bon, votre contrat va être rétabli pour l'année qui suit, avec obligation de résultat, effectivement. Et puis chaque matin, ils viendront voir, ainsi de suite. Et puis quelques petites sociétés de travaux publics qui peuvent faire des choses, savent que s'il y a une ouverture quelque part, ils peuvent reboucher. Parce que quand on rebouche rapidement ce qui s'ouvre, il n'y a aucun problème. La route tiendra tout le temps. Mais si on laisse, au vu, au sud, tout le monde, les choses se dégradent, chacun se plaint, personne ne fait rien. Bon, on crie sur les grands travaux. Mais le tort, c'est d'avoir réalisé. Est-ce qu'on peut avoir tort d'avoir réalisé? Je ne suis pas sûr. Parce que quand ça ne va pas, on demande ce qu'on n'a pas. Et donc nous devons nous mettre tous au travail, au travail. La modernité recommande le travail. Vous ne pouvez pas vivre dans des conditions modernes si vous n'avez pas les capacités de travailler, d'entretien. Même votre propre maison. Vous voyez, je prends un exemple comme ça. Les salles d'eau dans les maisons modernes ne sont pas comme les salles d'eau dans les maisons que nous avions avant. Mais dans les maisons que nous avions avant, nous avons moins de contraintes. Vous allez, vous revenez. C'était bon, c'est creux, bon, tout se fait, qu'on se plaint, on bouge. Mais dans les salles d'eau, il faut être sûr que c'est propre, c'est nettoyé, que le conduit ramène toujours ce qu'il faut. Et à partir de là, il y a des obligations. Parce que c'est moderne, il faut entretenir. Et vous pouvez faire l'expérience qu'effectivement, quand vous allez chez quelqu'un, le président d'ailleurs le disait une fois, vous rendez visite à une personne, vous avez dit, bon, mais j'ai bien envie d'aller au petit coin, il commence à se gratter la tête, est-ce que c'est propre? La panique est générale à la maison. C'est nos comportements de savoir entretenir. Les choses modernes exigent un autre mode de vie, une certaine contrainte. Donc, Monsieur le ministre, la semaine dernière, le président a inauguré la route Keita-Sembe dans le terminus et à Djou, mon territoire camerounais. Essayez de parler un peu de cette route-là, Monsieur le ministre. Bon, l'objectif ici, c'est quoi? Vous savez, le président dit, depuis la Nouvelle Espérance, que l'engagement 4, c'est créer les conditions d'infrastructure de base viables, tant pour le transit que pour le désenclavement. On voit là une route et de transit et de désenclavement, parce que c'est une route qui va au Cameroun. Le Cameroun a une vocation économique très forte avérée, même sur le privé, à leur niveau. Nous avons des atouts importants. Là, nous avons la route. Donc, nous ouvrons pour des échanges véritables de développement. C'est une opportunité extraordinaire, sauf que nous devons prendre part au développement. Sinon, c'est les autres qui vont faire pour nous qui avons construit et réalisé les infrastructures. Donc, c'est une belle route qui a été réalisée, vous avez vu, aux normes extraordinaires, qui dans sa première phase avec la Banque africaine de développement, nous avons déjà atteint évidemment Sembe. Et dans la prochaine étape, nous allons atteindre la frontière, financée toujours par la Banque africaine de développement et l'agence financière japonaise, hein, pour nous accompagner vers le développement de cette route. De nos jours, le Congo a déjà construit combien de routes d'intégration sous-régionale et combien sont en construction? Bon, nous sommes presque en train de nous ouvrir partout. Vous savez que la première route, c'était celle qui allait au Cabinda. Elle avait été inaugurée par le président, vous vous souvenez, presque en début de mandat ou pendant la transition d'ailleurs. Et puis après, nous avons réalisé la route qui va au Cameroun, au Gabon, donc au Koyo jusqu'à la frontière. Et aujourd'hui, nous pouvons aller au Gabon, nous pouvons aller au Cameroun, parce que la partie qui reste entre Sembe et le Cameroun a été quand même qualifiée. D'une certaine manière, c'est encore une route en terre, mais bien qualifiée, on circule sans problème. Donc il reste simplement à bitumer cette route. Donc nous considérons que nous pouvons rentrer au Cameroun, nous pouvons rentrer au Gabon par la route, nous rentrons en Angola, donc au Cabinda. Et il nous reste aujourd'hui à rentrer par un deuxième tronçon, et ça va commencer très bientôt, donc d'Olizine Dende, rentrer de nouveau au Gabon par un deuxième passage, et rentrer en RDC par le mythique projet Pont-Route-Rail, dont les études sont aujourd'hui disponibles. Voilà. Parlez-nous de ce projet, Monsieur le ministre, qui est aujourd'hui comme un serpent de mer. Non, mais c'est même extraordinaire, parce que le travail commence toujours par l'étude. Il ne faut pas simplement voir le béton. Aujourd'hui, financé par la Banque africaine de développement, nous avons réalisé l'entièreté des études sur le pont route-rail. C'est un projet très intégré entre les deux pays et les études ont été rendues disponibles à la fin de cette année, décembre 2015. Aujourd'hui, les différents États, la CEAC, donc la CEAC, la RDC et nous, possédons déjà les études. Et la Banque africaine de développement attend simplement que les États se retrouvent et mettent en place ce que nous appelons la table ronde des bailleurs pour exposer donc le projet afin de rassembler les bailleurs autour du financement de ces grands projets
les bailleurs qui attendent de financer ça. Ce n'est pas un projet qui manquera de financement. Les bailleurs n'attendent que ça. Nous pensons que d'ici avril-mai, nous allons mettre en place mai-juin, nous ferons cette table ronde des bailleurs autour du financement de ce projet pont-route-rail. Pour espérer que si nous travaillons bien avec cette étude, nous lançons un appel d'offres et que l'année prochaine, 2017, on commence la construction de ce grand pont route et rail sur le Congo. Monsieur le ministre, une fois dans une interview le fleuve Congo. À Africa 24, je vous ai entendu dire si nous ne construisons pas ces routes d'intérêt sous-régional, il sera difficile de partir de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique australe. Ce sera difficile. Parce que nous sommes un point bloquant. Les autres organisations sous-régionales, comme en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, en Afrique du Nord, bon, peut-être pas en Afrique du Nord, mais en Afrique de l'Est, pensent davantage que l'Afrique centrale est un point bloquant. Bloquant, oui. Pour partir du Cap vers Alexandrie, ou vers Alger, ou vers Tanger. Quand vous arrivez, vous dépassez le Cameroun, vous arrivez au Nigeria, vous pouvez aller jusqu'à l'extrême nord. Quand vous dépassez la RDC, vous descendez en Zambie, vous pouvez aller vers l'extrême sud. Donc nous sommes un point bloquant. Donc nous bloquons le développement du continent. Bon, alors, nous, en ce qui concerne notre pays, nous avons déjà établi l'ensemble de la dorsale, nord-sud. Il nous reste l'effort à faire pour passer la Likwala et nous retrouver en République centrafricaine. C'est que nous appelons le corridor 13. Et nous rentrons en République centrafricaine, nous sommes ouverts sur le continent. Nous avons fait notre part. C'est ça le développement cohérent. Donc aujourd'hui, on a fait suffisamment d'efforts. Et avec la réalisation du pont route rail, effectivement, nous ouvrons là le chemin vers le Cap. Il sera donc possible de quitter le nord du continent et d'aller vers le sud, de faire aussi notre route. Parce que les échanges intra-africains sont très très faibles. C'est-à-dire que nous commercions davantage avec les autres pays des autres continents qu'entre nous-mêmes les Africains. C'est même gravissime. Donc, il faut travailler davantage, développer une meilleure intégration sous-régionale. Nous, on est un peu en retard. Donc, on doit tout faire pour rattraper les autres et être au diapason. C'est l'effort qui se fait au niveau congolais. Une rétrospective. Parmi les routes que le chef de l'État venait d'inaugurer dernièrement, il y a la route de la corniche sud de Brazzaville. Je vais emprunter vos mots. Porté par un pont embané, ce tronçon, comme vous l'avez dit, vient réconcilier la ville et son fleuve. Il constitue une prime touristique pour Brazzaville. C'est là une des réalisations du gouvernement à mettre dans l'actif des grands travaux. Vous, en tant que ministre à la présidence de la République, chargé de l'aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, quel est votre sentiment devant de telles réalisations qui suscitent autant d'admiration, bon, monsieur le ministre? Ce qui est important, c'est que vous savez que, bon, je ne sais pas pourquoi, à l'époque de la colonisation, on a eu une telle vision de faire en sorte que Brazzaville soit tourné le dos au fleuve. Ils avaient peut-être leurs explications en ce temps. Mais le combat du président était toujours de faire en sorte que c'est une ville attrayante, un fleuve magnifique. Il faut tout faire pour tourner la ville vers son fleuve, pour vivre. Et vers son fleuve, vers son grand voisin aussi, et pour vivre. Et parmi des moments importants, parmi les réalisations qui frisent aussi l'enthousiasme et la fierté des Congolais, il faut réaliser des choses qui finalement donnent aussi aux gens l'envie de voir que ce pays va progresser. D'où cette réalisation que vous avez vue, le pont à Auban, à tablier courbe, comme c'était Jean-Claude le disait si brillamment dans son émission Chemin d'avenir, parce que c'est ça le vrai chemin d'avenir. C'est magnifique, c'est simplement magnifique, mais la vision elle est aussi économique, mais elle vise à désengorger Brazzaville. Parce que dans toutes les grandes villes, il y a des portes d'entrée. Voilà. Vous voyez, là nous revenons de Pointe-Noire, nous sommes là sur la route de Pointe-Noire, nous allons rentrer à Brazzaville. Si nous rentrons à Brazzaville, il est possible de rentrer à Brazzaville par Kinkala. Il est possible de rentrer à Brazzaville par ici, mais tout autour, nous sommes obligés de passer par le centre-ville de manière systématique pour aller dans telle ou telle partie du nord. Donc, ce tronçon que vous voyez là, en réalité, n'est qu'un début de la rocade. Voilà. Certains appellent ça la périphérie. Voilà. Les routes périphériques, telles que nous les admirons à Paris ou ailleurs, chez les autres. Donc, nous, vous avez vu qu'à l'entrée, il y a un échangeur à Kintele qui prend corps. C'est là, c'est le dispatching
des voies qui vont aller vers la partie sud, donc qui est de Brazzaville, donc vers Filou, et qui traversent le Djoué et qui se retrouvent de l'autre côté pour venir se connecter finalement à la corniche encore par le Djoué. Et on aura donc comme ça encerclé la ville de Brazzaville pour permettre aux gens de visiter Brazzaville en tout temps, de partout, mais ils ne sont pas obligés de passer par le centre-ville. Quelle est la place de ce viaduc, monsieur le ministre, dans la short list des grands ouvrages de ce type dans le monde? Ah ben vous avez vu, parce que les gens, nous avons dit que c'est un pont à haubans, à tablier courbe. Vous voyez, c'est le rayon de courbure qu'il y a entre 285 mètres, entre deux pylônes. En courbure, il n'y a pas beaucoup de réalisations comme ça. Aujourd'hui, la plus grande distance est tenue par, évidemment, le pont du Ténéré, dans le Finistère, en France, à 285. Oui. C'est une coïncidence, mais une coïncidence heureuse. Nous sommes aussi à 285. Mais il faut savoir que ce pont, les études ont été réalisées par Régis, qui est un groupe français. Peut-être qu'ils savaient bien que cette technologie était possible, parce qu'en France, on a déjà pu réaliser un pont au bon à tablier courbe avec un tel dimensionnement, une telle séparation. Donc nous sommes numéro 1 ex aequo sur cette planète Terre. C'est aussi une réalité. Bon, il ne faut pas qu'elle choque parce qu'on est en Afrique. Non, au contraire, ça doit paraître aussi comme une volonté des dirigeants à faire davantage. Comme aussi une possibilité pour les Africains de montrer que nous aussi, nous sommes là. Si on est un continent d'aujourd'hui et d'avenir, il faut se marquer dans l'avenir. Et donc, pour nous, on peut dire qu'on peut se sentir heureux de voir que les Congolais sont fiers d'aller visiter et venir. Nous devons tous les jours avoir le sens de la patrie. C'est tout. Oui. Les autres, les égoïsmes ou les velléités visant telle ou telle chose, ça n'apporte pas le développement. Les acquis doivent être appréciés par tous, en toute humilité. Monsieur le ministre, pour terminer, je veux juste savoir de toutes ces routes, quelle est la route qui vous a posé de plus de problèmes? C'est là où nous sommes. Vous savez, Pointe-Noire-Brazzaville, Pointe-Noire-Brazzaville, c'était une vue de l'esprit. Parce que parfois, les dirigeants politiques ont parfois la mémoire courte. Moi, je pense qu'il faut rendre hommage au président. Tous les dirigeants politiques, de tous bords ici, devraient prendre la mesure de rendre hommage, de même écrire au président pour le féliciter. Ouais. C'est ça l'humilité politique. Parce que c'est ça le développement. N'importe qui viendra demain aura l'avantage de cette route. Sans un effort, en tenant compte simplement du trafic tel qu'il se présente aujourd'hui, qui est à plus de 4 000 à 5 000 véhicules jour. Nous parlons là des véhicules de grande envergure. Déjà, cette route nous donne un point de croissance. Sans effort, nous donne un point de croissance. Donc si nous mettons l'effort, nous libérons l'économie, nous structurons l'économie, nous créons les esprits d'initiative et d'entreprise. Ces jeunes, on est parfois choqués de voir que les propriétaires des véhicules qui passent là, que vous voyez, nous sommes là au milieu de la route, les propriétaires des véhicules qui passent, les chauffeurs de véhicules qui passent, ne sont parfois pas des Congolais. Et que les Congolais ont le petit ratio, peut-être 10% seulement. C'est choquant. Il s'agit de leur ouvrage. Ils doivent se mettre à l'épreuve. Les autres n'ont pas fait de magie. Il faut croire au pays. Pour faire ça, c'est une grande prouesse. Parce que ce n'était pas évident. Je vous ai signalé que la conjoncture était difficile. Pays post-conflit, qui sort de guerre. Nous sommes en 2002. Le président met en place un programme de société dit « J'ai construit la route ». C'est un engagement clair, dit « J'ai construit la route prenant à Brazzaville ». Certains se disent « Mais il va construire comment ?» Le budget d'investissement ne dépasse même pas 300 milliards. Comment va-t-il faire pour construire une telle route? Le pays a un programme. Chaque facilité financière doit être négociée, approuvée par le Fonds monétaire et la banque. Mais c'est sans compter sur comprendre que l'homme avait l'expérience, l'homme était déterminé et l'homme avait la notoriété. Il s'est rendu en République populaire de Chine, discuté avec les dirigeants chinois, obtenu un partenariat stratégique, ratifié ici par le Premier ministre chinois en 2006. Étude réalisée 2007, nous démarrons la route à Pointe-Noire, sous une pluie battante qui n'a même pas enlevé ni notre volonté, ni notre énergie à construire. On a tenu cette cérémonie jusqu'à la fin. Il y pleuvait abondamment. On a parlé jusqu'au bout. Et aujourd'hui, en 2011, le 22 décembre, on inaugure le premier tronçon. Madame disait tout à l'heure qu'on a suivi le dégradement rapide. Non, on a suivi l'évolution de la chaussée. Discussion difficile avec le bailleur de fonds qui pensait que 3000 véhicules jour étaient déjà assez corrects, qu'il fallait garder le type T3. Donc,
ne pas repousser la confrontation de la route, parce que ça coûtera plus cher. Mais très vite, on a passé les 3000 véhicules jour. Donc on a réconforté la chaussée entre Pointe-Noire et Dolisie. On est passé au T4. Et ici, on a configuré complètement au T4. Difficulté énorme. Quand on rentre dans le Mayombe, vous voyez les roches partout. Vous croyez que c'est rocher. Mais ces roches sont friables. Dès que vous cassez, tout s'écrase. Vous créez des talus, tout s'effondre. Il fallait configurer les talus. Donc, on fait des clouages sur les talus pour les bloquer avec la ferraille, ainsi de suite. Bon, faire parfois même projeter le béton sur les talus pour fixer là-bas. Faire même à un certain moment même des murs de soutènement. Que les gens viennent avec des véhicules les casser par un civisme et comportement comme ça, comme si ça tombait du ciel. Tout ça, c'était des difficultés énormes. Sans oublier le climat. Vous voyez qu'au moment où nous parlons là, il y a des menaces de pluie. C'est ce que nous vivons pendant 9 mois. Il n'y a que 3 mois de saison sèche. Donc 3 mois de travaux dans l'année. Donc les avancées sont spectaculaires. Ce n'est pas parce que c'est le président qui a réalisé ça. Mais c'est parce qu'il avait la conviction de faire et qu'il croyait. Ce n'était pas donné d'avance. Quand nous sommes arrivés ici, entre Lutété et Mboulakio, les gens pensaient que bon, ça va être simple. Mais rien que le sable batéké, vous voyez, il fallait faire des centres de rétention d'eau partout. Parce que le caractère fin du sable était friable, était fragile et allergique aux érosions. Dès qu'il y a une pluie comme celle qui menace là, tout s'effondre. Il fallait fixer. Prendre même des plantes, étudier des plantes spécifiques comme le vétiver, planter partout, donner les formes sur les talus et maintenir la route. C'est extraordinaire. Il y a le climat, ces difficultés. Et puis vous rajoutez aux poules certains de nos frères qui n'ont pas compris que la paix est une denrée importante qu'il faut préserver. Les braquages. On en a vécu 38 braquages entre 2010 et 2015. Les coupeurs de 38. Ils coupent les routes, ils braquent les gens, prennent les véhicules. Mais on construit ça pour le Congo. Personne de nous ira avec cette route-là. Nous passerons, la route restera. C'est un acquis important. Donc, nous pensons que c'est parce que le président était déterminé. Et nous devons lui rendre hommage pour ça. Je dis que tous les dirigeants politiques, au lieu de se cacher et dire d'autres choses, tous les dirigeants politiques doivent rendre hommage. C'est la route du développement. Monsieur le ministre, je vous donne le temps de conclure, mais cette conclusion, nous allons pouvoir marcher un petit peu. Ah. Monsieur le ministre, on peut aujourd'hui rouler de Pointe-Noire à Ouesso sans interruption, sans rupture de phrase. J'allais dire, ça se passe de commentaires, mais vous devez quand même commenter. C'est la vision d'un homme. C'est le rêve de tous les dirigeants de ce pays depuis l'indépendance. Ouvrir le pays sur lui-même, unifier le territoire entre ses fils et s'ouvrir vers les voisins. Aujourd'hui, le pas est amorcé. Nous sommes en train de gagner cette bataille des infrastructures. Donc, quitter avec un port en eau profonde à Pointe-Noire et qui est un terminal à conteneurs important qui devient de plus en plus grandissant, plus de 600 à 700 000 conteneurs par année. Les années qui suivent, ce sera plus d'1 million de conteneurs. Avec cette route qui va drainer presque 4 000 à 5 000 véhicules le jour dans un premier temps. Mais ça va exploser davantage. Donc c'est un pas important vers le développement. Mais ça, il faut dire que le comportement avant-gardiste et la volonté du président a réussi ce premier pari. Parce qu'en réalité, le frein du développement de notre continent, et en particulier de notre pays, c'était l'insuffisance des infrastructures. Nous avons tout pour aller vers la diversification de l'économie nationale, pourvu que l'initiative privée, les Congolais, prennent en main ces opportunités, soient présents sur le terrain. Qu'on ne voie pas que l'extérieur, que les autres utiliser les véhicules, aller et venir. Il faut que nous-mêmes nous prenions en main le destin de notre pays. Les conditions, on peut dire que le gouvernement, le président de la République aujourd'hui, le gouvernement a créé les conditions. Le gouvernement a créé les conditions de développement. Donc, nous devons pérenniser. L'économie durable, l'économie pérenne se fait à travers les initiatives privées. L'État ne crée que les agrégats pour y arriver vers. Ces agrégats sont créés. Et d'ailleurs, je peux dire, davantage créés parce que nous avons mis en place et voté une loi d'orientation sur l'aménagement et le développement du territoire, faisant en sorte que le territoire soit découpé en zonages précis. Le territoire est des pôles de développement, que ce soit sur les frontières, que ce soit sur l'intérieur. Valoriser les zones économiques spéciales. Donner aux municipalisations accélérées un contenu réglementaire, un contenu juridique qui fonde son existence.
de fixation des populations et d'apporter le minimum requis pour le développement des zones urbaines intérieures. Faire en sorte que le tissu villageois ait tout son sens pour redémarrer davantage les grands villages et fixer les populations, c'est rendre cohérent l'ensemble de la politique. C'est pour cela que cette loi d'aménagement du territoire aujourd'hui, nous allons tout faire pour la vulgariser davantage, pour que les uns et les autres comprennent l'opportunité qu'il y a. L'unification du territoire par les infrastructures crée une véritable identité nationale. Jean-Jacques Bouya, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette route Pointe-Noire-Ouessou, le patron des grands travaux que vous êtes peut à juste titre dire « mission accomplie » ? Bon, il faut dire qu'on est satisfait, on peut se sentir à mi-parcours, fier de voir cela, parce qu'on aurait pu ne pas aussi voir et attendre les générations futures pour faire. Et je disais, quand je faisais mon allocution à Pointe-Noire le 25 octobre 2007, j'essayais de dire, à travers mon allocution, je disais qu'il y avait une différence entre le politicien, l'homme politique, donc le politicien et l'homme d'État. Et c'était une pensée de James Freeman Clerk qui disait dans les années 1800 que l'homme d'État, lui, pense aux générations futures. Mais l'homme politique, le politicien, lui, pense à la prochaine élection. Et pendant 10 ans, le président en 2002 a dit « Je construis cette route ». On était en 2002. Nous avons commencé les négociations en 2005 avec les partenaires de Chine, les autorités chinoises, et réalisé la route à partir de 2007. Les 4 premières années, nous avons ouvert au trafic en 2011, le premier tronçon Pointe-Noire-Dollizy. Aujourd'hui, 2016, nous ouvrons le 2 janvier. 4 ans et demi, nous ouvrons le 2 janvier. Quand vous mettez ça bout à bout, plus de 10 ans de travail. Quelqu'un qui pense à la prochaine élection ne prendra pas un tel risque. Tout à fait. Il n'y a que ceux qui pensent aux prochaines générations. Voilà. Il n'y a que ceux qui pensent aux prochaines générations qui prendront de tels risques. C'est pour ça que l'un des atouts du Congo, c'est d'avoir eu ce monsieur. Voilà. Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso. Ce sera le mot de la fin. Et nous sommes heureux et fiers d'être à ses côtés. Et les Congolais le savent. Ça, c'est un atout pour leur développement. Et il le leur a apporté. Et nous pensons qu'il apportera encore davantage. Donc, œuvrons pour que cela soit ainsi. Jean-Jacques Bouya, merci. Merci.